Salut tout le monde. Ravie de vous recevoir chez moi. Quel drôle d'exercice. Je suis émue. J'ai le trac. Pas le trac parce que je vais vous présenter quelques-uns de mes coups de cœur. Plutôt le trac de vous parler de ma commode. Cette commode qui devrait être dans les bacs depuis le 8 avril et qui, confinement oblige, est restée bien cachée. Dans quelques semaines, elle sera avec vous et je m'en réjouis et je suis remplie d'émotions à cette idée et très heureuse. Cultura, merci aussi de m'avoir permis de quitter mon jogging pendant à peu près 24 heures, chose que je n'ai pas beaucoup eu l'occasion de faire depuis que je me suis exilée dans mon sud audois. J'ai choisi des choses qui ne sont pas forcément ce que j'aurais choisi si j'avais été chez moi à Paris. Là, j'ai pas ma bibliothèque, donc je vous ai choisi un petit coup de cœur qui s'appelle Undercover d'Amaryllis Fox, c'est ça. Ah, mais j'ai vos messages, je suis pas geek du tout, hein. Coucou Olivia, merci de nous accorder un peu de ton temps, mais avec plaisir. J'ai choisi un livre qui s'appelle Undercover, donc le voici, je l'ai avec moi. Donc l'éditeur de mon roman à moi, c'est J.C. Lattès. Et puis je me baladais dans la maison en même temps que je faisais les corrections de mon roman il y a quelques mois. Et je ne sais pas si c'est parce que j'étais en train de regarder le Bureau des légendes et que j'étais au taquet, mais j'ai vu cette couverture, Avoir 20 ans à la CIA. Et c'est un bouquin, je pense, sur lequel je ne me serais jamais arrêtée en librairie. Sauf que là, tout d'un coup, tout en espionnage, tout en espionnage, ça m'a interpellée. Donc, je l'ai emprunté à Lattès et j'en suis à peu près aux 3/4 et c'est un destin extraordinaire, vraiment, dont je vous lirai un petit extrait. Je vous ai choisi aussi un extrait d'une nouvelle de Raymond Carver. C'est pas forcément ma préférée, c'est surtout celle que j'ai retrouvée en livre digital. C'est une nouvelle qui s'appelle Voisin de palier, je crois. Hop. Où es-tu? Voilà, Voisin de palier. Raymond Carver, ceux qui ne le connaissent pas, le connaissent peut-être tout de même. Robert Altman a adapté des nouvelles de Raymond Carver dans Shortcuts. Iñárritu a lui aussi adapté une nouvelle de Raymond Carver pour en faire Birdman, que j'espère vous avez vu, et sinon il faut remédier à ça très vite. C'est quelqu'un d'assez déroutant parce qu'il a une écriture très sobre, très minimaliste. Mais moi, ce qui m'attache très fort à cet auteur, c'est que il y a ce que je retrouve aussi dans la poésie de Nougaro, des images et surtout une atmosphère, un climat. Il a un espèce de don pour poser une tension ou au contraire une introspection douloureuse. Il en dit peu sur ses personnages, mais en les mettant en situation, on peut deviner chaque partie de leur intérieur. Voilà pourquoi Carver me touche beaucoup. Alors voyons vos messages, coucou, merci, vous avez l'air nombreux, c'est chouette. C'est parti pour la lecture d'une nouvelle de Raymond Carver qui s'appelle Voisin de palier. Je ne sais pas si on aura le temps d'aller jusqu'au bout, mais en tout cas on va le tenter. Bill et Arlene Miller formaient un couple heureux. Mais de temps à autre, ils avaient l'impression que seuls dans le cercle de leur relation avaient loupé le coche en quelque sorte. Bill condamné à son emploi de comptable et Arlene à sa besogne fastidieuse de secrétaire. Ils en parlaient parfois, surtout par comparaison avec l'existence que menaient leurs voisins, les Stone, Harriet et Jim. Il semblait aux Miller que la vie des Stone était bien plus remplie et plus brillante. Ils dînaient sans cesse au restaurant quand ils ne recevaient pas chez eux et voyageaient ici et là à travers le pays dans le cadre du travail de Jim. Les Stone demeuraient sur le même palier que les Miller, la porte en face. Représentant d'une boîte qui vendait des pièces détachées de machines-outils,
Jim s'arrangeait souvent pour combiner les affaires et le plaisir lors de ses déplacements. Et cette fois-là, les Stone devaient s'absenter pendant 10 jours, allant d'abord à Cheyenne, puis poussant jusqu'à Saint-Louis rendre visite à des parents. Pendant ce temps, les Miller s'occuperaient de l'appartement des Stone, nourriraient Minette et arroseraient les plantes. Bill et Jim se serrèrent la main près de la voiture. Se tenant l'une l'autre par les coudes, Harriet et Arlene échangèrent un petit baiser sur la bouche. « Amusez-vous bien, dit Bill à Harriet. « On n'y manquera pas, dit Harriet. « Et vous aussi, les enfants, amusez-vous bien. » Arlene hocha du chef. Jim lui adressa un clin d'œil. « Ciao, Arlene. Occupe-toi bien de ton bonhomme. »« Bien sûr, dit Arlene. »« Amuse-toi bien, dit Bill. »« Tu peux compter sur moi, répondit Jim en lui assénant une tape sur le bras. « Et merci encore, les copains. » Les Stone agitèrent la main quand ils s'éloignèrent en voiture et les Miller en firent autant. « Ce que j'aimerais être à leur place, dit Bill. »« Dieu sait qu'on aurait besoin de vacances, dit Arlene. » Elle lui saisit le bras et s'en entoura la taille pendant qu'ils remontaient l'escalier jusqu'à leur appartement. Après le dîner, Arlene dit « N'oublie pas, pour Minette, c'est délice au foie le premier soir. » Elle se tenait sur le seuil de la cuisine, occupée à plier la nappe artisanale qu'Harriet lui avait rapportée de Santa Fe l'année précédente. Bill prit une profonde inspiration en entrant dans l'appartement des Stone. L'air était déjà lourd et vaguement douceâtre. La pendule, dont le cadran représentait un soleil rayonnant au-dessus du poste de télévision, marquait 8h30. Il se rappela le jour où Harriet était rentrée avec cette pendule et avait traversé le palier pour la montrer à Arlene, versant le boîtier de cuivre entre ses bras et lui parlant à travers le papier de soie comme si c'était un nourrisson. Minette frotta son museau contre ses pantoufles, puis s'étendit sur le flanc, mais se releva d'un bond quand Bill passa dans la cuisine pour choisir des boîtes empilées sur les gouttoirs à vaisselle étincelants. Laissant la chatte manger sa pâtée, il alla à la salle de bain. Il se regarda dans le miroir, et puis ferma les yeux, et puis se regarda de nouveau. Il ouvrit l'armoire à pharmacie. Il y trouva un flacon de comprimés dont il lut l'étiquette, Harriet Stone, un comprimé par jour comme prescrit, et le glissa dans sa poche. Il retourna à la cuisine, remplit un cruchon d'eau et repassa dans le living. Quand il eut fini d'arroser, il posa le cruchon sur le tapis et ouvrit le bar. Il prit au fond la bouteille de Chivas Regal. But 2 gorgées au goulot, s'essuya les lèvres sur sa manche et remit la bouteille en place. Minette était sur le canapé, endormie. Il éteignit les lumières, referma lentement la porte et s'assura qu'elle était verrouillée. Il avait l'impression d'avoir oublié quelque chose. « Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps » demanda Arlene. Elle était assise, les jambes repliées sous elle et regardait la télévision. « Rien. J'ai joué avec Minette, dit-il. Puis il la rejoignit et lui caressa les seins. « Allons nous coucher, chérie, dit-il. » Le lendemain, Bill ne prit que 10 minutes sur les 20 de pause qu'on leur accordait dans l'après-midi et put ainsi partir à 5h moins le quart. Il était en train de se ranger au parking quand Arlene descendit de l'autobus. Il attendit qu'elle entre dans l'immeuble, puis monta l'escalier en courant pour la rattraper quand elle sortit de l'ascenseur. « Bill, tu m'as fait peur !»« T'es en avance ?» dit-elle. Il haussa les épaules. « Il n'y avait rien à faire au boulot, dit-il. » Elle le laissa ouvrir la porte en se servant de sa clé à elle. Il regarda la porte d'en face avant de la suivre chez eux. « Allons nous coucher, dit-il. »« Là, tout de suite ?» Elle rit. « Qu'est-ce qui te prend ?»« Rien. Enlève ta robe. » Il essaya de l'enlacer maladroitement et elle dit « Enfin, Bill, voyons !» Il défit la ceinture de son pantalon. Plus tard, ils commandèrent un repas chinois et quand on le leur livra, le mangèrent goulûment sans parler en écoutant des disques. « Il ne faut pas oublier de nourrir Minette, dit-elle. »« J'y pensais justement, j'y vais tout de suite. » Il choisit une boîte de pâté au poisson pour la chatte, puis remplit le cruchon et alla arroser. Quand il revint à la cuisine, la chatte était en train de gratter dans son plat. Elle le regarda fixement avant de se retourner vers sa litière. Il ouvrit tous les placards pour examiner les boîtes de conserve, les céréales, l'ensemble des produits dans leurs emballages de carton, les verres à vin et à cocktail, la porcelaine, les casseroles et les poêles. Il ouvrit le réfrigérateur. Il renifla une branche de céleri, prit 2 bouchées de cheddar et croqua une pomme en se dirigeant vers la chambre à coucher, où il entra. Le lit lui parut immense, drapé jusqu'au plancher d'un gros édredon blanc et duveteux.
Ouvrant un tiroir de la table de chevet, il y trouva un paquet de cigarettes, à moitié vide, qu'il fourra dans sa poche. Puis il alla jusqu'à la penderie et était en train de l'ouvrir quand on frappa à la porte d'entrée. Il prit le temps de passer par la salle de bain et d'y actionner la chasse d'eau. « Qu'est-ce que tu fabriquais » dit Arlène. « Ça fait plus d'1 heure que tu es là. »« Sans blague, dit-il. »« Oui, je t'assure, dit-elle. »« Il fallait que j'aille aux toilettes, dit-il. »« On en a chez nous, dit-elle. »« Ça pouvait pas attendre, dit-il. » Ce soir-là, ils firent l'amour de nouveau. Le lendemain matin, il demanda à Arlène de téléphoner pour dire qu'il était malade. Il se doucha, s'habilla et prit un petit déjeuner léger. Il essaya d'entamer la lecture d'un livre. Il sortit faire une promenade et se sentit mieux. Mais au bout d'un moment, les mains toujours dans les poches, il rentra chez lui. Il s'immobilisa devant la porte d'Eston, dans l'idée qu'il entendrait peut-être la chatte aller et venir à l'intérieur. Puis il ouvrit sa propre porte et alla à la cuisine chercher la clé. Chez les voisins, il lui sembla qu'il faisait plus frais que chez lui et plus sombre aussi. Il se demanda si les plantes étaient pour quelque chose dans la température de l'air. Il regarda par la fenêtre et puis se déplaça lentement à travers chacune des pièces, considérant tout ce qui tombait sous son regard, attentivement, un seul objet à la fois. Il vit des cendriers, des meubles, des ustensiles de cuisine, la pendule, il vit tout. Il entra enfin dans la chambre et la chatte parut à ses pieds. Il la caressa, en une seule caresse, l'emporta à la salle de bain et ferma la porte. Il s'allongea sur le lit et contempla fixement le plafond. Il ferma les yeux quelque temps et puis glissa la main sous sa ceinture. Il tenta de se remémorer le jour qu'on était. Il tenta de se rappeler quand Leston était censé rentrer et puis il se demanda s'il rentrerait un jour. Il ne se rappelait plus leur visage, ni leur façon de parler et de s'habiller. Il poussa un soupir et fit l'effort de rouler sur le côté pour se lever et se pencher sur la coiffeuse afin de se regarder dans la glace. Il ouvrit la penderie et choisit une chemise hawaïenne. Il chercha jusqu'à ce qu'il eût trouvé un bermuda bien repassé et pendu à un cintre par-dessus un pantalon de gabardine marron. Il ôta ses propres vêtements pour enfiler le short et la chemise. Il regarda de nouveau dans la glace. Il alla dans la salle de séjour se servir un verre qu'il commença à boire en revenant jusqu'à la chambre. Il mit une chemise bleue, un complet sombre, une cravate bleue et blanche, des richelieux noirs. Le verre était vide et il alla le remplir. De retour dans la chambre, il s'assit sur une chaise, croisa les jambes et sourit, s'observant dans le miroir. Le téléphone sonna par 2 fois et se tut. Il vida son verre et ôta le complet. Il farfouilla dans les tiroirs du haut jusqu'à y trouver une culotte et un soutien-gorge. Il enfila la culotte et agrafa le soutien-gorge, puis fouilla la penderie à la recherche d'une robe. Passant une jupe à carreaux noirs et blancs, il s'efforça d'en remonter la fermeture éclair. Il mit un chemisier bordeaux boutonné par devant. Il considéra les chaussures d'Harriet mais se rendit compte qu'elles ne lui iraient pas. Un long moment, il regarda par la fenêtre de la salle de séjour, dissimulée derrière le rideau. Puis il retourna dans la chambre pour tout ranger. Il n'avait pas faim. Elle ne mangea pas grand-chose non plus. Ils se regardèrent timidement et se sourirent. Elle se leva de table pour aller vérifier que la clé était sur l'étagère et puis elle s'empressa de débarrasser. Il se tint sur le seuil de la cuisine et fuma une cigarette en la regardant prendre la clé. « Installe-toi confortablement pendant que je vais en face, dit-elle. Lis le journal, je sais pas. » Elle ferma les doigts sur la clé. Elle lui trouvait, dit-elle, l'air fatigué. Il essaya de se concentrer sur les nouvelles. Il lut le journal et alluma la télévision. Pour finir, il traversa le palier. La porte était fermée à clé. « C'est moi. Tu es toujours là, chérie ?» lança-t-il. Au bout d'un moment, la poignée tourna. Arlène sortit et referma la porte. « Je suis restée si longtemps que ça ?» demanda-t-elle. « Ben oui, en fait, dit-il. »« Ah bon ?» dit-elle. « J'ai dû jouer avec Minette, je pense. » Il la dévisagea et elle détourna les yeux, la main encore posée sur la poignée de porte. « C'est drôle, dit-elle, tu sais, d'entrer chez d'autres gens comme ça. » Il approuva de la tête, la prit par la main qu'elle avait posée sur la poignée et la guida jusque chez eux. Il ouvrit et ils rentrèrent. « C'est vrai que c'est drôle, dit-il.
Il remarqua qu'elle avait quelques brins de duvet blanc accrochés au dos de son sweater et le rouge aux joues. Il se mit à l'embrasser dans la nuque et sur les cheveux, et elle se retourna pour lui rendre ses baisers. « Oh mince, dit-elle, mince, mince, chantonna-t-elle comme une petite fille battant des mains. Je viens de me rendre compte. Oh, je te jure que c'est vrai, j'ai oublié de faire ce que j'étais allée faire là-bas. Je n'ai pas donné à manger à Minette et je n'ai rien arrosé. » Elle le regarda. « C'est bête, hein ? » ?»« Je ne trouve pas, dit-il. Attends un peu. Je vais chercher mes cigarettes et j'y retourne avec toi. » Elle attendit qu'il refermait leur porte et tournait la clé, et puis elle le prit par le bras à la hauteur du biceps et dit « Il faut que je te dise quelque chose. J'ai trouvé des photos. » Il s'immobilisa au milieu du palier. « Quel genre de photos ? » ?»« Tu verras bien toi-même, dit-elle. Et elle le dévisagea, sans blague. Il sourit de toutes ses dents. « Où ? » ?»« Dans un tiroir, dit-elle. Sans blague, dit-il. Et puis elle dit peut-être qu'ils ne reviendront pas. Et resta tout étonné des mots qu'elle venait de prononcer. Ça se pourrait, dit-il, tout est possible. Ou alors peut-être qu'ils vont revenir et... Mais elle ne termina pas. Ils se tinrent par la main pour franchir les quelques mètres de palier qui restaient, et quand il parla, ce fut à peine si elle entendait sa voix. « La clé, dit-il. Donne-la-moi. » « Quoi ? » dit-elle. Elle regardait la porte. « La clé, dit-il. C'est toi qui as la clé. »« Oh mon Dieu, dit-elle. Je l'ai laissée à l'intérieur. » Il essaya d'actionner la poignée. Elle était bloquée. Elle essaya à son tour. Rien à faire. Les lèvres entr'ouvertes, la respiration heurtée. Elle attendait. Il ouvrit les bras et elle s'y jeta. « T'en fais pas, lui dit-il à l'oreille. Pour l'amour du ciel, t'en fais pas. » Ils restaient là. Ils étaient enlacés, penchés vers la porte, appuyés sur elle comme luttant contre le vent, rassemblant leur courage. Et voilà. Donc, ça me faisait penser que les fins de Raymond Carver peuvent être hyper abruptes et du coup, ça peut être quelque chose de dérangeant. Alors, à ceux qui n'ont pas encore lu du Carver ou qui ont été rebutés par cet état de fait, eh ben, moi, je conseillerais bien de partir du principe que quand on lit une histoire de Carver, on a la possibilité d'écrire la fin. Parce qu'il y a quelque chose qui est un petit peu comme ça, qui laisse une place à la continuité par le biais de sa propre imagination, et ça, c'est fantastique, et c'est une... Moi, je trouve ça super de réussir un truc pareil. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai calé mon téléphone. Vous m'entendez bien? Il y en a qui peuvent répondre. J'imagine que oui. En tout cas, vous avez l'air d'être content. Alors, Roland, le titre du roman. Le titre du roman de Carver, c'est 9 nouvelles et un poème. Le titre de cette nouvelle, c'est Voisins de palier. Voilà, je crois que c'était ça ta question. Sûrement. Ah, merci, merci Anthony, on m'entend, c'est cool. Merci ma chère agente Olivia et ma chère Véronique Hardy, chère patronne de chez Lattès. Elles sont au taquet, j'ai une équipe de filles géniales. C'est l'occasion de leur dire merci pour tout ce qu'elles font pour moi. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des filles, il y a Vincent aussi, qui est celui qui va nous organiser les lectures musicales et tout ça, qu'on n'a pas pu faire cette fois, mais on compte bien jouer ce spectacle qu'on a fait aux petits oignons dans l'idée de vous présenter la commode sous une forme un peu musicale. Je vais vous lire un petit extrait d'Undercover, avoir 20 ans à la CIA. Ce qui est dingue avec ce livre, c'est que un destin, c'est un destin. Je vous lis un petit extrait du chapitre 2. On dirait que dans la vie de cette femme, tout était écrit pour qu'elle en arrive là où elle est. Et notamment le contexte familial dans lequel elle va grandir. Une femme comme les autres, une jeune femme comme les autres, peut-être un peu plus engagée et un peu plus politique, qui notamment avec la perte de sa meilleure amie pendant son enfance, va prendre conscience de plein de choses et se retrouver à 20 ans recrutée par la CIA.
Un destin incroyable. Donc le chapitre 2. Mon père est comme un tableur Excel, logique, débordant de données et capable de traiter toutes les informations qu'on lui donne. Il est américain, né à Franklinville, dans l'État de New York, une bourgade si petite et isolée qu'il a été l'un des rares à la sortie du lycée à poursuivre ses études. Il est allé à l'université de Chicago et est devenu le plus jeune professeur d'économie qu'ait connu le pays. Quand mon frère aîné, Ben, et moi-même arrivons sur cette terre, mon père fait du conseil auprès de pays étrangers pour les questions d'énergie. Il voyage aux 4 coins du monde et lorsque nous le voyons, c'est toujours entre 2 avions. À cette époque, ma mère est une peinture impressionniste, magnifique, élégante et destinée un jour, pas tout de suite mais dans quelques temps, à sortir du carcan académique pour explorer une vérité intérieure plus conceptuelle. Elle est la couleur dans nos livres de coloriage, la pétulance de nos matins, de nos midis, de nos soirs. Elle est anglaise. Et en bonne britannique, elle a été élevée pour suivre l'étiquette et toutes les conventions sociales. Dans mes premiers souvenirs d'enfance, elle se soumet encore aux us et coutumes de la vieille Angleterre des lords et des manoirs. Lorsqu'elle avait l'âme rebelle et poète dans sa jeunesse, sa propre mère a veillé à la faire rentrer dans le moule, à réfréner ses ardeurs et lui inculquer les convenances. Sa fille aura le langage parfait, la parfaite éducation et la retenue ad hoc. Elle sera une fleur prête à croître et s'épanouir dans les eaux mystérieuses de l'aristocratie. Quand je suis enfant, notre mère hésite à nous transmettre ses règles. Un doute qui sera un don du ciel pour nous, sa progéniture, qui sommes son centre, son nez, son est et son ouest. Parce qu'au fond d'elle-même, elle est toujours une artiste. Elle fait son choix. Pour nous, ce sera une toile vierge, et avec courage, détermination, elle nous autorise à peindre à notre guise et à déborder du cadre. Mon frère souffre de troubles de l'apprentissage. Parfois, il ne distingue plus du tout le cadre. Brillant, surdoué, mais ayant des problèmes de concentration et d'élocution, il est la risée des crétins dans notre école à Washington. Ma mère tente de gommer les différences de Ben parce qu'elle a peur que ses congénères ne soient cruels avec lui, qu'il ne soit vu comme un paria, exclu parce que trop différent. Comme un Sherpa, bien décidé à porter son fardeau jusqu'en haut de l'Everest, maman s'assoit avec Ben à la petite table de notre cuisine, un livre d'arithmétique ouvert, libérant sa mer de chiffres qui, comme il le dit, n'arrête pas de bouger sur la page. Il s'agite comme des petits lutins, et moi, dans mon placard sous l'évier, je scrute le bord de la table, au cas où l'un deviendrait à sauter. Ce placard, c'est ma salle de jeu. J'ai confectionné des nuages sur la paroi avec de la colle blanche. De temps en temps, mon frère arrête de faire semblant de comprendre quand il sait sa cause perdue et contemple ma cachette avec lassitude et désespoir. Je lève la patte de Snowy, notre vieux chien, pour lui lancer un salut compatissant. Je lève la patte de Snowy, notre vieux chien, pour lui lancer un salut compatissant. Ou alors je sors nos Bernard l'ermite de leur boîte et les fais chanter son nom jusqu'à ce qu'il sourie avec ses grandes dents et que ma mère éclate de rire. Ce rire si joli. Alors elle arrête la séance de torture pour aller faire du pop-corn avec ses sachets qui grossissent dans la poêle comme des ventres de femmes enceintes. Les week-ends, Ben et moi nous promenons au Smithsonian, juste tous les deux. Maman nous dépose à côté de l'oncle Beasley, le tricératops en fibre de verre, dont les cornes sont toutes décolorées à force que des milliers d'enfants s'y agrippent pour l'escalader. Elle synchronise nos montres, nous rappelle ses consignes de sécurité concernant les voitures et les inconnus, même s'ils disent qu'ils veulent nous montrer leurs petits chiots, et nous répète combien elle nous aime pendant que nous montons les marches. Nous regardons le film sur Gilgamesh dans la salle de la Mésopotamie du Muséum d'Histoire Naturelle. C'est un film d'animation avec des figurines d'argile qui tressautent quand elles marchent. Au musée de l'air et de l'espace, nous mangeons une glace lyophilisée pour astronautes et assistons à la projection de l'homme sur la Lune, qui évoque l'histoire et les guerres et le nouveau point de vue de l'Homo sapiens sur son monde maintenant qu'il le regarde depuis le ciel. Un récit, comme le dit mon frère, qui réduit l'épopée de Gilgamesh à une petite coulure de chocolat sur une grosse glace napolitaine. Quand il fait beau, nous allons au Lincoln Memorial et récitons tour à tour le discours de Gettysburg en nous coiffant la tête d'un cône de circulation en guise de chapeau haute forme.
Puis, 5 minutes avant que nos montres synchronisées affichent 17 heures, nous fonçons vers la sculpture Infinity où nous attend la voiture de maman. Le parking souterrain a été fermé pour compliquer la tâche des poseurs de bombes, nous explique-t-elle. J'entre à l'école et me rends compte que Ben n'est pas comme les autres garçons. Moi, je le trouve super. Eux, ridicules. Et il devient forcément une proie de choix. Il marche en claudiquant, les jambes toutes raides. Comme Frankenstein, raillent certains. Comme Gilgamesh, je lui dis. Dans la cour de récréation, il va s'asseoir à l'écart, sous un arbre, et se met à fredonner des bouts étranges de mélodies, entrecoupées de longs silences. Les autres pensent qu'il n'a pas toute sa tête, mais moi je sais ce qu'il fait. Il rejoue à sa façon une symphonie que notre père nous a fait écouter la veille. Il reprend la partie de chaque instrument, du début à la fin. D'abord les violons, puis les clarinettes, puis les timbales. Il démonte la musique comme un bricoleur le ferait avec un poste de radio. Je peux entendre comment toutes ces pièces s'assemblent dans sa tête. Il y a toujours un idiot du village, ricanent les crétins. Et toujours des génies incompris. Les soirs, Maman nous lit des histoires. Celle de Paddington et le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, et Sylvia et Bonnie au pays des loups. Elle interprète toutes les voix et ne s'interrompt que lorsque nous rions aux éclats ou que ses larmes se mêlent aux nôtres. Puis tout le monde se reprend et nous replongeons dans les pages et les mots dansent et volettent autour de nous jusqu'à ce que faiblissent nos supplications pour entendre un chapitre de plus parce que le sommeil nous gagne, nous emporte sur des terres exotiques, loin des manuels d'arithmétique, loin des brutes de l'école. N'oubliez jamais ça, nous souffle-t-elle à l'oreille. Vous pouvez voyager où vous voulez, il suffit de fermer les yeux. Quand j'ai 7 ans et Ben 10, on collectionne les points sur les couvercles de boîtes de céréales pour obtenir une maison hantée en carton. Lorsqu'elle nous arrive dans un paquet tout plat, avec mon frère, nous la montons au sous-sol, assemblant sans relâche les pièces jusqu'à avoir notre propre château des Carpates, fièrement dressé entre la machine à laver et l'escalier. Il n'y a pas beaucoup de lumière en bas. Le peu de jour qui passe est filtré par les vasistas poussiéreux. Alors nous nous servons de mon verre luisant en plastique comme lanterne, ce qui implique que nous sortons régulièrement dans le jardin pour le charger au soleil. De temps en temps, maman descend remplir le lave-linge. Mais autrement, notre royaume est isolé, imperméable au monde extérieur. Vous êtes toujours là? Voilà pour Undercover, que je vous invite à lire parce que c'est un immense voyage, tout en simplicité, avec encore une fois une écriture très sobre et très immédiate. Ce qui donne d'ailleurs la puissance du récit parce que elle le raconte presque à chaque fois du point de vue de celle qu'elle était avant de devenir la femme qu'elle est devenue. Donc ça rajoute encore plus de mystère et d'inattendu à toute cette histoire. Pour terminer, voilà mon petit bébé. Ça s'appelle La commode au tiroir de couleurs. C'est un livre que j'ai écrit pour pallier au silence familial. 3 de mes grands-parents ont immigré pendant la guerre d'Espagne. C'est quelque chose dont ils ont eu beaucoup de mal à parler jusqu'au bout de leur vie. C'est quelque chose que je sens en moi d'une façon surpuissante. Je me sens vraiment héritière de ce voyage et avec tous les sentiments contradictoires qui vont avec. C'est peut-être pas une réalité, mais en tout cas, c'est l'histoire que moi j'ai envie de me raconter. Que je suis faite de ce voyage. Et j'avais envie de m'inventer toute une transmission quelque part, dont j'avais pas pu bénéficier probablement à cause de trop de douleurs, ce qui est forcément quelque chose qui se respecte. C'est l'histoire d'une... Mais non, je vais pas vous raconter l'histoire, je vais vous lire le prologue et puis je vous en dis plus après. Et puis si vous avez des questions, vous me les envoyez. Ah oui. Le prologue, c'est la voix de la petite fille
qui va recevoir cette commode en héritage. On a poussé les meubles et dansé toute la nuit dans un bain de larmes avec papy. Ça nous a fait du bien. Ma fille Nina s'est réveillée, s'y est mise aussi. On avait déjà réussi à lui refiler le virus. Je n'avais pas envie de laisser papy ce midi. Il n'a plus rien, lui, maintenant que ma grand-mère est partie. J'arrive à pied en haut de la butte, haletante, mon sac sous un bras et ma fille endormie dans l'autre. Épuisée par mon chagrin, j'ai soudain la sensation d'être ma grand-mère 80 ans plus tôt, gravissant les Pyrénées, grelottante, perdue, amputée. Elle de sa terre, moi de sa présence désormais. Tant de gens sont venus saluer sa mémoire. Ni mon grand-père ni moi ne connaissions la moitié de l'assistance. Elle a dû en emporter des secrets dans sa tombe, la canaille. Nous nous sommes sentis encore plus fiers d'avoir occupé les 2 premières places dans son cœur. J'ai mal aux jambes. Le Sacré-Cœur semble encore avoir pris 1 ou 2 étages, comme les soirs où je rentre trop saoul. Je m'arrête. Plus que 6 mètres. Plus qu'à 6 mètres, comme disait l'abuela. J'ouvre la porte de mon appartement, allume la lumière, et elle est là. La commode. Chez moi. Au milieu du salon. Et de la cuisine d'ailleurs. Elle sera restée magique même après son départ, ma grand-mère. Cette pensée me fait sourire. Et pleurer. Puis réaliser. Que vais-je faire de cette foutue commode? 30 mètres carrés, c'est confortable pour Nina et moi, mais 30 mètres carrés à partager avec la commode, ça va devenir compliqué. Quand l'énigmatique objet de notre convoitise est arrivé dans la maison de ma grand-mère, j'avais 4 ans. Cet événement est si frais dans ma tête que j'ai l'impression qu'il date d'il y a moins d'1 heure. Avec mes cousins, on s'est enfiévrés 1000 fois en tentant de fourrer le nez dans cette commode, attirés comme des aimants à bêtises par l'arc-en-ciel de tiroirs, les petites clés sur chacun d'eux qui suppliaient d'être tournées, le métal doré qui renforçait les angles pour nous les rendre plus inaccessibles encore. Mais à chaque fois, notre mamie a poussé un de ces cris suraigus, radicalement dissuasifs dont elle seule avait le secret. Et nous avons pris la poudre d'escampette en moins de temps qu'il n'en faut pour cligner des yeux. Ces essais loupés finissaient souvent par de grands conciliabules familiaux durant lesquels notre jeune génération imaginait une mamitologie invraisemblable. Et si le tiroir jaune contenait une photo de moi et de ma sœur siamoise qui, elle, serait morte le jour de l'opération pour nous séparer, ça expliquerait ma cicatrice sur le crâne. Mon cousin Maxime avait sa théorie sur le tiroir bleu. Moi, je crois que le secret que l'abuela cache là-dedans, c'est que je suis le frère de notre cousin Yannick. Ça me travaille, je lui ressemble beaucoup plus qu'à toi. Comme maman a eu des complications le jour de la naissance, elle a dû devenir stérile et on m'a offert à elle pour la consoler. Mais nos questions sur la commode demeuraient sans réponse. Enfant, je jouais de ma position de favorite pour que l'abuela me dévoile le précieux trésor. Elle m'appelait si fièrement mon tournesol. Mais rien n'y faisait. Ma grand-mère, depuis toujours, c'est elle qui décide, elle qui nous mate. Elle est comme sa cuisine. D'abord, elle te tente irrésistiblement, te surprend, puis te violente de son tempérament épicé. Quand le repas est terminé, pourtant, c'est une saveur suave qui te reste dans la bouche. Rassurante parce qu'elle te donne l'impression d'être aimée passionnément. J'ai tellement attendu ce moment que je risque de mourir après l'avoir vécu. Enfin, après tant d'années d'impatience domptée, je vais savoir pourquoi elle s'emballait à ce point pour cacher le secret que renfermaient ces 10 tiroirs. Ma grand-mère les nommait ses renfermes mémoires. J'ai couché ma fille. Elle lui ressemble tellement. J'espère que je serai une aussi bonne maman qu'elle le fut pour moi. J'ai mis un vinyle d'Ennio Morricone. Abuela. Personne ne l'a jamais appelée autrement. Avec ses yeux noirs et sa peau tannée, ça lui allait bien, l'abuela. Il padrino, l'abuela. Dans ma famille, de toute façon, de mère en fille, on appelle sa grand-mère abuela. Pour aller me faire un thé, je suis passée devant la commode. Les larmes et le sourire se sont brutalement invités sur mon visage, comme 2 convives mal assortis. Sentant le moment au bout de ma main, j'ai 8 ans et une palette d'émotions allant de l'envie fiévreuse à la conscience déjà nostalgique qu'une grande page va se tourner.
Ça pétarade en moi comme le moteur d'une Harley. Je me reprends. C'est vraiment tout ce qu'elle déteste, la sensiblerie. Je ne l'ai jamais vue pleurer. Et je savais qu'elle m'aimait forte, indéboulonnable, comme elle. Ce que j'étais. Presque. Ce que j'aurais aimé être. Dans cette famille, nous parlions beaucoup, à pleine voix, et surtout pour ne rien se dire. La seule fois où elle a réagi à un de mes je t'aime, elle a répondu « Nous aussi, on t'aime bien ». Je n'ai jamais cessé de le lui dire pour autant. J'ai même fini par aimer ça, le dire à sens unique. À chaque seconde, son amour pour moi transpirait par tous ses pores. Pas besoin de mots, ni de gestes tendres. Ou alors elle les offrait au chien, qu'elle caressait en me regardant. Lui, il me les rendait volontiers dans la foulée ses câlins. L'énorme commode en chêne massif abrite 10 tiroirs. 3 rangés de 3, pas parfaitement alignés, et un petit rose en dessous, seul. Ma fascination pour l'interdit n'a pas diminué avec les années. J'ai l'impression que je vais mettre la main dans le feu. Je guette le 10e tiroir, le plus petit, celui qui n'a rien à faire là, le plus mystérieux. Ma main perd ses moyens, s'agrippe à sa clé. J'ai le vertige de savoir ce que je vais découvrir. Je l'ouvre lentement, savourant chaque seconde avant que le voile ne soit définitivement levé. Ce tiroir est bien rempli. Je le sens du bout de mes doigts moites et tremblants. Du collier de macaroni au cendrier, en pâte à sel, mes plus grandes œuvres s'y trouvent. Elle a gardé absolument tout ce que j'ai confectionné pour elle, un festival d'horreur conservé tel des trésors. Les souvenirs ressurgissent. Je m'éloigne et fais les 100 pas, comme si je n'étais pas encore prête à entamer le grand voyage. Le tiroir rose en dira peut-être assez pour le moment. J'en sors une photo de mes cousins et moi devant le mobil-home que louait papy et la Bouelle à chaque été au camping de Narbonne-Plage. Nos sourires coquins et la joie de vivre qui émanent de nos visages rafraîchissent le papier délavé. Nous étions heureux. Dormir tête bêche assise dans le lit des grands-parents avec eux, bien sûr, ne nous posait aucun problème. Au contraire, quand l'un de nous était trop grand et devait passer au lit de camp pour laisser sa place à un plus jeune, c'était le drame. La Bouella et papy étaient toute notre vie. Toute la mienne surtout. Je me sentais à l'abri auprès d'eux lorsque j'étais enfant. J'espère qu'à mon tour, j'ai réussi à leur procurer cette sensation quand les années les ont fragilisés. La Bouella a été le ciment de notre famille. Certains diraient que nous couler tous ensemble dans un bloc de béton au café de Marseillette n'était pas un cadeau à nous faire. La Bouella, de toute façon, si elle a décidé que quelque chose est bon pour toi, tu n'as aucune marge de manœuvre. Autant se faire une raison. Je reluque la commode du coin de l'œil. J'aperçois une enveloppe au fond du tiroir rose. Je reconnais l'écriture appliquée de ma grand-mère. Et s'il y en avait d'autres? Je commence à comprendre. Il va falloir y aller maintenant. Attaquer par le premier tiroir, quitte à ne plus lâcher jusqu'au petit matin. J'ai retourné le vinyle de Morricone. Je me suis assise devant la commode au tiroir de couleur. À nous deux maintenant, Abuela. Surprends-moi. Encore. Voilà pour le prologue. Merci pour vos messages. Merci. À partir du premier chapitre, on passe à la voix de la grand-mère par le biais de ces lettres qu'elle a laissées dans la commode. Le premier chapitre s'appelle La médaille de baptême. On démarre avec l'exode de la Bouella et son départ d'Espagne jusqu'à son arrivée en France. C'est pas ce chapitre que j'ai choisi de vous lire. J'ai préféré vous parler d'un chapitre qui a peut-être été celui qui fut pour moi le plus agréable à écrire. À des moments, j'ai beaucoup pleuré en écrivant certaines des tragédies de ce roman, jusqu'à en faire dysfonctionner mon ordinateur trempé. Et à des moments, je me suis réchauffée grâce à l'écriture de ce roman et j'ai rêvé, et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai rêvé un personnage que la Bouella, Rita, va rencontrer autour de ses 16-18 ans et qui s'appelle Raphaël.
Il est le sujet du chapitre 3 qui s'appelle le carnet de poèmes dont je vais vous lire un petit extrait. J'entends battre mon cœur dans mon ventre en ouvrant ce grimoire et en relisant ces lignes. L'érotisme de certains poèmes me fait hésiter à lui trouver bonne place dans la commode. Pas longtemps, il s'agit d'amour après tout. Tu n'as pas eu Nina par l'opération du Saint-Esprit que je sache. Il y a tout un fatras de babioles dans ce tiroir, mais oublie le noyau de litchi, le bracelet, la mèche de cheveux, le jeu de cordes de guitare et le reste. C'est surtout ce carnet, le témoin de ma féminité naissante et de mon plus grand amour. J'ai pourtant les viscères noués quand je tombe sur Raphaël pour la première fois. Je viens de tout quitter. J'ai une envie féroce. J'ai l'impression que la vie m'appartient, mais j'ai des scrupules à être partie sans mot dire. Et puis je ne sais pas par où commencer. Raphaël apparaît, sortant d'un bistrot. Il s'arrête pour allumer une cigarette. Il fixe ses pieds, alors j'en profite pour le regarder. Oh mon Dieu, il va me prendre pour une pauvrette assise ainsi par terre devant la gare de Toulouse. C'est que je suis restée debout pendant tout le trajet de Narbonne jusqu'ici, j'avais pris le billet le moins cher. Je me lève, juste pour qu'il ne me voie pas. Juste pour qu'il ne me voie pas s'il hausse le regard. Ou justement pour qu'il me voie, je sais pas. Dans ma tête, je répète « Viens, 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 viens vers moi ». Je mise tout sur la télépathie, car je n'ose pas m'approcher de lui. Il est trop beau, trop viril, trop sûr de lui, trop fier. Il est beaucoup trop tout pour que je me sente capable d'un tel courage. Il me sourit. Je baisse les yeux. Quelle idiote! Heureusement que ça ne le décourage pas. Il devine bien à mon attitude que je me suis levée sans savoir où aller. Me donner une contenance vite, 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 vite. Il traverse la rue. Mucho gusto, señorita, ¿puedo ayudarle? Je ne parle pas l'espagnol, désolé. En serio? Je ne réponds pas. Joséphine Blanc ne sait pas ce que ça veut dire. En serio? Ah pardon, j'aurais juré que vous étiez... Eh bien non, pas du tout. Alors enchanté, Raphaël, dit-il en me tendant la main. Joséphine. C'est joli, Joséphine. Merci. Oh non. Évidemment, au hasard, je tombe sur quelqu'un qui me ramène à moi, chez moi, car avec cet accent, c'est toute l'Andalousie qui se dessine sur la brique rose. Ils sont partout, décidément. Tu parles d'un début d'émancipation. Voilà l'Espagne, dans ce qu'elle enfante de plus sensuel qui me rattrape déjà. Et je ne l'empêche même pas, surtout pas. La vie vient d'entrer dans ma vie. C'est la première fois. Toute ma chair hurle mon désir et mon émerveillement. Je suis si troublée que ça doit se voir comme le nez au milieu de la figure. Je me reprends. Je joue le détachement et tente de me souvenir de ce qui fera de moi une vraie Française. Je dois être tout en retenue, un peu prude, un peu mécontente, sinon je ne collerai pas mon personnage. Mon impulsivité et ma franchise au placard. De ce côté-là, ça devrait aller tout seul. Après 5 années à étudier chez les culs bénis de Saint-Just, je suis rodée. Recentre-toi, Rita, recentre-toi. C'est peut-être un coup du destin. Tranquillo, tranquillo, tranquillo. J'y suis. Lever mes yeux vers lui me coûte plus que de... J'y suis. Lever mes yeux vers lui me coûte plus que de grimper le pic du Moulassem. Mais je ne me dégonfle pas. Je vais plonger mon regard dans le sien pour y pêcher son âme. Et si elle est trop petite, trop jeune, trop fine, je la remets à l'eau. Aïe Dios, il ne me quitte pas des yeux. J'ai le cœur et le ventre qui ont embarqué dans un wagon de montagne russe. Je suis secouée, perdue, ivre d'adrénaline. Enchaîne, 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 ma grande. Impossible. Je suis figée comme la Pietà. Je ne force même pas ma timidité. Elle a pris possession de tous mes moyens. Alors ça y est, je suis vraiment devenue une foutue Française. Quelle honte. Tu connais Toulouse? Tu veux faire une visite avec le meilleur guide de la ville, me propose Raphaël. Pourquoi pas? Je ne connais rien ici, je suis narbonnaise, je viens d'arriver. Raphaël marche vite. Avec un sourire tendre, il s'est emparé de ma main pour que je tienne le rythme, sans que j'aie le temps de donner mon accord. J'aime ça aussi. Il est respectueux mais entreprenant. Un bonhomme, quoi, un vrai. Je crois défaillir à chaque fois que je pense à sa peau contre la mienne. J'essaye de me concentrer sur autre chose, mais rien n'y fait. Un vent de fou a pris possession de la ville. Ou alors c'est l'effet de ma main dans la sienne qui déchaîne les éléments. Le vent d'autant nous fait courber les chines et ralentit notre marche.
Il essaie de défaire nos mains entrelacées, même si chacune d'elles lui résiste. À nouveau, regard tendre demandant mon aval sans attendre qu'il arrive. Quand ses doigts se défont des miens, j'ai l'impression qu'on m'arrache un membre, alors que nous marchons seulement depuis 20 minutes. Mais c'est son bras puissant qui prend le relais, s'étire et passe dans mon dos. Sa main s'agrippe à mon épaule et nos deux corps forment un bouclier contre éole. Je me sens vivante, terriblement vivante. Dans les bras d'un inconnu, seul dans une ville que je ne connais pas, je n'ai pas peur. Quelle que soit l'issue de cette rencontre, il fallait qu'elle ait lieu, j'en suis sûre. C'est si naturel, c'était écrit. Eh bien, voilà pour la partie commode. Je vais vite rebrancher ce téléphone parce que sinon je vais vous perdre. Laissez-moi quelques petites secondes. Est-ce que vous voulez peut-être me poser une ou deux questions avant que nous coupions ce petit moment? N'hésitez pas, c'est maintenant, juste avant que je vous quitte. Merci pour vos jolis messages. Merci. Que vous dire d'autre? Que je suis ravie de ce moment, même si j'avais le trac, même si je suis obligée de prendre mon téléphone parce que sinon ça ne va pas, puisqu'il n'a plus de batterie, parce que je suis loin d'être une geek. Merci à tous d'être venus. Pardon pour les accrochages, c'est pas évident de lire concentré pendant un si long moment. Et je n'arrive pas à recharger ce fichu téléphone. J'espère que ça va pas couper. Drôle d'exercice. Il me tarde quand même avant tout de vous voir en live pour les lectures musicales ou en dédicace, de pouvoir vous ressentir plutôt que de vous lire. C'est quand même vachement plus sympa. Alors il y a Guillaume Barthélémy, qui fait partie des aficionados du début, qui me demande si ce roman a un lien avec le spectacle Bolbert. Eh bien Guillaume, figure-toi que la base de travail qui m'a servi pour Bolbert est un petit peu la même que celle qui m'a servi pour la commode, mais l'imagination a amené la commode finalement bien loin de Bolbert. Donc si tu as vu la tragédie musicale Bolbert que nous avions faite avec le chorégraphe Jean-Claude Calotta, tu vas trouver 2-3 petites références et les prénoms des gens que j'aime et qui m'inspirent, donc ceux de ma famille que je réutilise dès qu'il y a une histoire d'espagnol à partager, voilà. Sinon, on n'est quand même pas tout à fait sur la même histoire. Ah bah Virginie, quel est ce livre? Il va falloir que tu regardes le replay, je peux pas tout te dire depuis le début. Merci pour ces messages. Bah oui, hein, on est quand même mieux en vrai, je sais pas vous, moi je meurs du manque de câlins et de peau. Je crois que je vais sauter sur ma maman et tous les miens quand je vais les revoir. Donc plein de courage à tous, restez prudents, comme ça on va vite se débarrasser de ce virus. Faites bien attention aux vôtres, protégez les anciens surtout. Et puis quoi d'autre, je vous embrasse, j'espère que vous allez aimer le roman. On va préparer plein de petites choses sympas à faire ensemble pour se rencontrer autour de la commode et puis des tiroirs et tout ça. Je suis contente de vous retrouver bientôt avec la commode, mais aussi avec la tournée Bouche Cousue, dont je vous parlerai bientôt et qui devrait démarrer le 22 septembre, si je ne dis pas de bêtises, avec des concerts parisiens en novembre, sur un petit peu les mêmes thématiques que la commode, mais voilà, sans la partie fiction, bien sûr. Anthony qui me chambre et qui me dit: ton fils ne te dérange pas cette fois-ci? Eh bien non, j'ai dû le mettre dehors cette fois, je n'ai pas eu le choix, mais il va bientôt revenir. Je regarde un petit peu si vous avez envoyé des questions. Alors je sais pas où je passerai en dédicace, Antoine, parce que j'avais une belle tournée de librairie, de séances dédicaces et de lecture musicale qui n'a pas eu lieu, donc on est en train d'essayer de réorganiser tout ça, mais on vous le dira très vite, ou vous trouverez peut-être ces informations aussi sur le site de l'ATES. Et je lis rapidement vos petits messages. Comment m'est venue l'idée d'écrire un livre? Alors, c'est pas vraiment une idée de moi, c'est une idée d'une amie qui s'appelle Olivia de Dieu le veut, qui a retrouvé
Alors, il y a quelques années, voire presque une décennie, elle était éditrice chez Flammarion. On a travaillé ensemble sur des nouvelles. Elle est retombée sur la nouvelle qui s'appelait La commode au tiroir de couleurs. Et elle a été là à chaque seconde de découragement pour ne pas me lâcher en me disant « Allez ma guerrière, tu peux le faire, tu peux le faire ». Et ben, il faut croire qu'elle avait raison puisque c'est fait. Et elle m'a donné tellement le goût à cet exercice qu'il y aura peut-être même un prochain bientôt. On va voir. Avant qu'un petit garçon de 4 ans que je garde précieusement caché pour le protéger de toute ma vie, je vais vite vous faire un énorme baiser et vous laisser. Si vous avez des questions, vous me les envoyez sur Insta ou sur Facebook. Et bien sûr, je vous y répondrai voilà, un petit peu chaque jour. N'hésitez pas. Je vous embrasse bien fort. Portez-vous bien. À bientôt.